Bonjour à tous, c'est Ambre et bienvenue dans ce nouvel épisode de Myself First, le podcast de 100% bienveillance, amour de soi et développement personnel. Aujourd'hui, on se retrouve pour un épisode que je redoutais un peu de faire mais qui pourtant est très important, surtout pour moi. Aujourd'hui, on va parler de l'hypersexualisation. Alors, qu'est-ce que l'hypersexualisation ? C'est tout simplement le fait de réduire une personne à son corps ou à son potentiel sexuel. Alors, généralement, c'est plutôt les femmes et les jeunes filles qui ont tendance à s'hypersexualiser, c'est-à-dire qu'elles vont s'habiller de manière plutôt sexy, aguicheuse pour attirer l'œil des hommes, évidemment, sur leur corps, sur leurs attributs, et elles vont dégager une énergie plutôt sexuelle, etc. Pour moi, l'hypersexualisation, c'est vraiment le truc de se définir par son corps. Bon alors, trigger warning, ça va être un épisode assez touchy, vraiment je vais vous dévoiler mon intimité, mais c'est important pour moi d'en parler parce que je pense que mon parcours est similaire à celui de beaucoup de jeunes femmes et il y a plein de choses pour moi qui me paraissaient normales alors que ça l'était pas du tout. Donc je me dis que si vous vous reconnaissez dans mon comportement, peut-être que ça va vous aider vous aussi à sortir de l'hypersexualisation. Je vais parler de VIOL, d'attouchement, etc., de mon rapport à la sexualité. Je vais parler d'harcèlement, je vais parler de réputation. Vraiment, je vais me livrer à vous, c'est trop compliqué pour moi, mais je le fais pour vous. Franchement, je vais me mettre à nu en me disant que peut-être que ça déclenchera le déclic chez certaines jeunes filles et ma chaîne de podcast, elle est destinée à ça en fait. Donc j'espère qu'à travers cet épisode, je vais pouvoir vous aider à sortir de cette hypersexualisation, à comprendre quels en sont les enjeux, à aussi accepter, à se pardonner, à reprendre le contrôle sur soi, sur son corps et à prendre conscience de sa valeur. Enfin voilà, ce que j'ai vécu, je le souhaite à personne et il est temps pour moi de vous expliquer ce qui s'est passé. Bon alors déjà, comment est-ce que j'ai réalisé que je m'hypersexualisais ? Parce que c'est vrai, le premier pas, c'est quand même le déclic. Et ben en réalité, mon déclic, je l'ai eu il y a pas si longtemps, il y a seulement genre 2 mois, quand j'ai relu les conversations avec un garçon à qui je parlais et que j'appréciais énormément. Et en fait, ce mec, il me voyait que pour le... En fait, je sais même pas si je peux parler de manière crue ou pas, genre sur YouTube. Est-ce que je vais être censurée ? Censurée, ça se dit pas du tout. Est-ce que je vais être ban si je dis les mots crus ou pas ? Enfin bref, j'avais cette relation avec ce mec que j'appréciais vraiment, mais lui, il me voyait que pour le cul, et je me disais, mais comment ça se fait ? Pourquoi il s'intéresse pas à moi au-delà de mon corps ? Et en fait, en relisant toute notre conversation, je me suis rendu compte que c'est moi qui dirigeais toutes les discussions vers le sexe. Dès qu'on parlait, je faisais des allusions sexuelles tout le temps, comme si le seul sujet qui me définissait, c'était la sexualité. Donc forcément, quand tu dégages une énergie sexuelle aussi importante, bah les hommes derrière, ils vont te voir seulement comme un objet de fantasme, de désir, etc. Et en te sexualisant, tu n'arriveras jamais à créer une relation authentique, sincère et profonde, parce que du coup, ce sera juste du superficiel. Quand j'ai réalisé que je m'hypersexualisais, je me suis dit, mais comment ça se fait et depuis combien de temps ça dure ? Et en fait, je me suis rendu compte que depuis le début, genre depuis le lycée, depuis ma première expérience avec un homme, j'étais rentrée dans ce cercle vicieux de l'hypersexualisation. Pourquoi ? Eh bien tout simplement parce que comme une fille sur 6, malheureusement, j'ai commencé ma sexualité par un rapport qui n'était pas consenti. J'avais 15 ans, je venais d'arriver au lycée et j'ai rencontré ce mec, beau, populaire, plus âgé que moi, et je voulais absolument obtenir ses faveurs, je voulais qu'il tombe amoureux de moi. Mais lui, il n'en avait rien à faire, c'était un gros charreau, donc tout ce qu'il me demandait, c'était de lui envoyer des nudes, ce que j'ai fait. Le seul moment où j'avais son attention, c'est quand je lui envoyais des photos. Quand je lui parlais de ma journée, quand on se racontait nos vies, il répondait pas, ça l'intéressait pas, il posait aucune question. Par contre, à minuit, quand il me demandait de lui envoyer une photo en sous-vêtements, là, je savais que pendant 10-15 minutes, il allait être concentré que sur moi, et donc j'exécutais tout ce qu'il me demandait de faire. Clairement, j'étais sous son emprise, et ce mec d'ailleurs, c'est un gros con, je crois qu'il... Non, c'est pas lui qui a fait de la prison, mais il a eu beaucoup d'histoires avec d'autres meufs. Donc je sais que j'étais pas sa seule victime, malheureusement. C'était mon premier crush et c'était aussi ma toute première expérience sexuelle. La première fois qu'il s'est passé quelque chose, franchement, c'était horrible. J'avais 15 ans. Il m'a ramené chez des potes à lui. Il y avait 4 mecs dans une chambre et on était tous les deux sur le lit. Et il avait mis ma fourrure sur lui pour que je puisse le toucher. Mais moi, j'étais vraiment pas à l'aise parce qu'il y avait vraiment 3 autres mecs dans la pièce. C'était assez chelou. Mais il me demandait de le faire et moi, je me suis dit si je le fais pas, il va plus m'aimer, il va plus me parler. Donc je me suis exécutée. Et puis quelques semaines plus tard, on s'est revus chez lui et là, il m'a forcée à lui faire une fellation.
Quand je dis forcer, c'est que vraiment je lui ai dit: «Non, non, non». Enfin moi je voulais pas faire ça comme ça. Il m'a pris la tête et il m'a forcé à lui faire une fellation et ensuite il a dit à tout le monde que j'étais une grosse, PUTE et il m'a créé une réputation. Donc voilà. Ah! J'essaye d'en parler avec un peu de recul et cetera parce que pour le coup, moi, c'était pas un VIOL. En fait, je m'en suis aperçue que très tardivement, que c'était pas normal. Mais donc voilà, ma première expérience sexuelle avec un homme n'était pas consentie et comme c'était ma première expérience, bah, pour moi, ça me paraissait normal, en fait. Si le mec veut du sexe, il faut que tu lui en donnes, sinon il te calcule pas. Et donc forcément, j'ai acquis la croyance que les hommes me désireront seulement si je suis performante au lit. Cette croyance, elle s'est renforcée 2 ans plus tard lorsque je suis sortie avec un autre mec qui, lui, était vraiment très sympa, il m'adorait, et cetera. Mais moi, j'étais encore vierge parce que tout le lycée, j'étais vierge, même si j'avais une réputation de PUTE, mais on va y revenir un peu plus tard. Et donc, je suis sortie avec ce mec pendant seulement 2 mois et on a essayé de faire l'amour tous les 2 pour la première fois, sauf que, en fait, moi, je fais du vaginisme. Je ferai sûrement un épisode sur le vaginisme parce que c'est hyper intéressant. Mais donc, le vaginisme, c'est le fait que ton périnée se contracte, ton vagin se contracte et que du coup, il peut pas y avoir de pénétration. C'est-à-dire qu'il essayait de rentrer en moi, mais ça ne fonctionnait pas en fait. Ça bloquait, ça me faisait mal. C'était physiquement impossible qu'il y ait un contact entre nous. Et ça l'a énormément frustré. Quelques semaines plus tard, on s'est séparés et j'ai compris que s'il voulait pas se remettre avec moi, c'est parce que au lit, je ne le satisfaisais pas. Et forcément, je me suis dit, bah Ambre, si tu veux être aimée, si tu veux être en couple, il va falloir que tu couches. Et donc ma virginité, qui pour moi était la plus belle chose que je possédais, et bah c'est devenu un fardeau. Et je me suis dit, non mais il faut absolument que je couche, parce que tant que je couche pas avec un mec et que je fais pas ma première fois, bah, je trouverai jamais l'amour en fait. Et vous voyez tous les mélanges que j'ai fait, j'ai vraiment associé l'amour et ma valeur et mon estime de moi au sexe, à la performance sexuelle et à ce que les hommes pouvaient penser de moi. Donc j'ai essayé de faire ma première fois avec plein de mecs, sauf que ça ne fonctionnait pas puisque je faisais encore du vaginisme. Et finalement, j'ai perdu ma virginité à l'âge de 18 ans, après le lycée, avec mon meilleur ami. D'ailleurs, il sait pas que c'est avec lui que j'ai perdu ma virginité, mais bon, s'il passe par là, oui, c'est toi. Bon, déjà là, j'étais mal partie dans la vie au niveau de la sexualité et de mon rapport aux hommes. Sachant que, comme je l'ai dit, au lycée, je me suis faite harceler parce que j'avais une réputation et cette réputation, elle m'a suivie pendant très longtemps. Et encore aujourd'hui, c'est un trauma, c'est-à-dire que si tu m'insultes pour rigoler, si tu me traites de fille facile pour rigoler, etc., moi, ça va me faire rire. Moi, je vais me braquer et je vais me dire, attends, pourquoi tu dis ça? Est-ce que tu connais mon passé? Est-ce que tu as entendu quelque chose sur moi? Pourquoi tu dis ça? Donc j'ai vraiment besoin de cette, validation masculine et j'ai vraiment besoin qu'on me dise que je suis une fille bien, hem, parce que sinon j'ai l'impression d'être la PUTE du lycée et c'était vraiment une injustice pour moi d'avoir cette réputation alors que j'étais vierge, en fait. Comme au lycée, on m'associait à une fille facile et ben, les hommes, ils me regardaient que pour mon corps et que pour mes fesses. On me critiquait énormément, j'ai reçu beaucoup de haine sur Twitter, voilà, tout ce qui est cyberharcèlement, rumeurs, réputation et cetera, ça gâche des vies, franchement, c'était horrible et le seul moment où je recevais des compliments, c'était quand on me complimentait sur mon corps, sur mes fesses et donc je me suis dit: «Bah, Ambre, si les seuls compliments que tu reçois, c'est sur ton postérieur, va falloir que tu le mettes en valeur». Donc je portais que des tenues moulantes, des jeans hyper moulants, je voulais que tout le monde mate mon cul. Clairement, je voulais que tout le monde regarde mes fesses et encore aujourd'hui, quand je vois un mec, me mater, bah, ça me fait du bien. Je me dis: «Ah, je suis jolie, ah, je suis désirable», c'est horrible. C'est horrible, c'est horrible. Mais ça, c'est parce que j'ai acquis la croyance que j'étais rien de plus qu'un bout de fesse, en fait. Et que les gens, plus particulièrement les hommes, ne pouvaient s'intéresser qu'à moi que pour mon corps. Les mecs qui venaient me parler n'avaient aucune bonne intention envers moi, ils voulaient juste vérifier si la rumeur était vraie, ils voulaient juste essayer de me mettre dans leur lit. Et je le savais, mais au moins, je recevais de l'attention. J'étais vraiment désespérément à la recherche d'attention masculine et de validation masculine. Et donc pour moi, mon plus grand atout, c'était mes fesses. Même pas mon sourire, même pas mes cheveux, même pas mon intelligence, même pas mon humour, même pas ma personnalité, parce que je suis une fille incroyable. Mais je me suis réduite à une paire de fesses. Donc voilà un peu ce qui s'est passé au lycée et c'était compliqué. Je me voyais vraiment comme une fille pas bien, comme une fille sans valeur, sans principe. Alors que je méritais juste pas ça. Vraiment, c'était pas, c'était pas mon choix.
Moi, je voulais pas faire ce qu'on m'a demandé de faire. Et après, on m'a créé une réputation alors que j'avais rien demandé. Et j'en ai beaucoup souffert et encore aujourd'hui, j'en souffre. Le lycée, ça a été une période assez traumatisante. Comme je vous ai dit, mon premier rapport n'était pas consenti et c'est fou comment les traumas, ils influencent le reste de ta vie. J'ai acquis la croyance que mon corps ne m'appartenait pas parce que quand un homme veut quelque chose, il l'obtient. Et cette croyance, elle s'est développée avec mon deuxième traumatisme qui m'a fait dire qu'en fait, ça sert à rien de lutter. Si t'es dans un lit avec un mec et qu'il a envie de faire quelque chose avec toi, ça sert à rien de lutter, il obtiendra toujours ce qu'il veut. J'avais 17 ans, j'étais en terminale et je suis sortie avec mes copines un soir dans un bar et on a fait la rencontre d'un groupe de mecs un peu plus âgés. Et on a bu et c'était sympa et à ce moment-là, j'étais en couple. Bon, le couple, il a duré 10 jours, hein. Mais j'étais en couple avec un mec qui d'ailleurs était puceau et j'ai appris plus tard qu'il était en couple avec moi pour faire sa première fois avec moi. Donc voilà, vous voyez, c'est que des expériences comme ça que j'ai eues. Bref, je suis avec mes copines à ce bar et il y a un mec qui flash sur moi. Pourtant, je lui dis que je suis en couple et que je suis pas intéressée, mais il a pas lâché l'affaire. Il s'en foutait en fait. Je lui disais que j'étais en couple, le mec, il s'en foutait. Et donc, il me faisait du pied sous la table et je disais à mes copines que j'étais pas à l'aise, mais elles s'en fichaient. Donc, on est parti faire un after chez ce mec avec tous ses potes, sachant qu'on le connaissait vraiment pas du tout. Et en fait, sur le trajet, mais je me souviens très bien, c'est lunaire, hein, mais il m'a demandé de lui expliquer, de lui donner toutes les raisons pour lesquelles je ne voulais pas le pécho, en fait. Pourtant, non, c'est non. Genre, je te dis que je suis pas intéressée et je te dis que je suis en couple, tu lâches l'affaire. Mais lui, non. Toute la soirée, il était collé à moi, il me tenait par la taille, il me faisait du pied. Je disais à mes copines, je suis pas à l'aise, je suis pas à l'aise, je suis pas à l'aise. Elles en avaient rien à faire. Elles disaient que j'exagérais, etc. Et il était peut-être genre, je sais pas, 2-3 heures du matin. On avait bu. Et à un moment, je cherche mes copines. Je vois tout le monde qui est devant la maison. Et je vois une voiture qui passe. Et donc là, j'arrive, je dis, elles sont où les filles? Il y a quelqu'un qui me répond, bah, elles viennent de partir en taxi. Voilà. Donc, vous vous doutez bien qu'aujourd'hui, je ne suis plus amie avec ces filles. Parce que d'ailleurs, ce groupe de filles, c'était celles qui répandaient les rumeurs sur moi. Voilà. Donc, j'étais vraiment très bien entourée au lycée. Avec un groupe de copines qui propageaient des rumeurs sur moi et qui ensuite me consolaient. Ouais, c'était vraiment la merde au lycée, putain. Bref, tout le monde part de la maison. Moi, je sais pas où aller. C'est le milieu de la nuit. Je suis totalement désemparée. Je suis chez un inconnu qui veut clairement coucher avec moi. Et je me retrouve toute seule chez ce prédateur. Je me mets au bout du lit, recroquevillée. J'avais enlevé mon jean, mais j'avais gardé mon t-shirt. Et j'étais vraiment en boule au bout du lit. Vraiment, genre mes genoux, mes bras, ils dépassaient du matelas tellement j'étais à l'opposé de lui. Mais lui, évidemment, il est venu, il essaye de me faire des câlins, de m'embrasser. Je refuse et je m'endors. Et à un moment, je me réveille. Et vraiment, je dormais parce que j'avais bu, j'étais fatiguée. Je me réveille et il est sur moi, en train de m'embrasser. Et là, je me dis, Ambre, tu peux rien faire. Donc ferme les yeux et prie pour que ça se passe bien. Je sais qu'il a mis sa main dans ma culotte, mais il n'y a pas eu de pénétration ou quoi. Je sais pas, c'était horrible parce qu'il était vraiment beaucoup plus baraque que moi, je pouvais rien faire, quoi. Il m'écrasait, je pouvais rien faire. J'ai attendu les premières lueurs du jour et je suis partie comme une voleuse. Et en fait, je me souviens. Oh non, je vais pleurer. En fait, je me souviens. Non, mais je pleure parce que je méritais pas ça et j'ai de la peine pour moi-même. Mais je me retrouvais à 6 heures du matin dans les rues de Caen, aérée toute seule, totalement désemparée. Vous voyez, il y avait personne. Il y avait juste les boulangeries qui ouvraient, il y avait les éboueurs qui passaient et moi, j'étais là, du haut de mes 17 ans. Et je me disais, cette histoire, je peux pas en parler à mes parents parce que ça va leur faire peur. Je peux pas en parler à mon mec parce qu'il va pas comprendre. Je savais qu'il comprendrait pas. Je peux pas en parler à mes copines parce que j'ai une réputation et que du coup, pour elles, c'est normal. En fait, comme j'avais la réputation de fille facile, bah dès que je racontais ce genre de choses aux gens, ils disaient ouais mais Ambre, tu l'as cherché, tu l'as voulu, alors que bah j'ai rien cherché du tout. J'étais juste paumée et c'était pas mon choix. Et à ce moment-là, j'ai vraiment perdu possession de mon corps parce que j'ai compris que rien ne sert de lutter. Et j'ai eu d'autres expériences où je me suis retrouvée en soirée à aller me coucher et il y a un mec qui me rejoint que je connais pas.
et qui veut qu'il se passe quelque chose et moi je dis non, je dis non, je dis non. Et en fait, c'est toujours oui. Et un moment, j'ai tellement honte de dire ça, mais un moment dans ma vie, quand ce genre de choses arrivait, bah je préférais me dire, ok Ambre, donne-lui ce qu'il veut maintenant. Comme ça dure 10, 15, 20 minutes et ensuite tu peux dormir. Parce que j'en pouvais plus de faire des nuits blanches à me bagarrer avec un mec en lui expliquant que non c'est non et que j'ai pas envie de lui et finalement bah je me suis salie en fait, je me suis vraiment salie et j'ai perdu toute possession de mon corps et j'ai compris que si un homme voulait quelque chose, je pouvais pas lui refuser parce il m'aurait à l'usure en fait, il m'aurait à l'usure. Donc voilà un peu comment j'ai quitté le lycée, voilà un peu mes premiers pas dans la sexualité, des rapports qui n'étaient pas consentis alors que j'étais encore vierge à ce moment-là. Et je suis émue parce que je repense à la petite Ambre de 17 ans qui est toute seule dans la rue et qui se dit je viens de vivre le pire traumatisme de ma vie et je peux en parler à personne parce que personne va me croire et que bah peut-être que oui, je suis une pute en fait. J'ai aussi acquis la croyance que mon corps c'était un moyen d'échange. Toute ma vie, je me suis sentie obligée de donner mon corps. Oh putain, pleure pas la grande. Mon maquillage. Toute ma vie, je me suis sentie obligée de donner mon corps dès qu'un garçon faisait quelque chose de gentil envers moi. Parce qu'en fait, euh, pour moi, si un mec est gentil, c'est qu'il veut quelque chose en retour, et en l'occurrence mon corps. Et c'est pour ça que je refuse tout geste romantique. Je refuse tout acte de gentillesse, et je suis très gênée quand un mec m'offre quelque chose, parce que je me dis, ah putain, va falloir que je lui donne mon corps en fait. Typiquement, ça fait des années que je refuse d'aller en date, parce que au lieu de me dire, est-ce que j'ai envie de fréquenter ce mec, je me dis, est-ce que j'ai envie de coucher avec lui? Parce que pour moi, un date, c'est devenu vraiment ce truc de je t'invite au resto, par contre derrière, faut au moins qu'on s'embrasse ou qu'on passe la nuit ensemble. Je suis pas tombée sur des mecs hyper bien dans ma vie, mais je pense aussi que j'ai pas cherché les bons non plus. Mais ça, c'est aussi un problème de société parce que j'ai l'impression que les relations, c'est basé sur l'échange. Je t'offre des fleurs, tu m'embrasses, je t'emmène au resto, tu dors avec moi, je te paye l'hôtel, on couche ensemble. Là, je sais que depuis que je suis rentrée en France, il y a beaucoup de mecs qui veulent me voir et qui veulent, je sais pas, faire la Saint-Valentin, faire un date avec moi, mais je sais très bien les idées qu'ils ont derrière la tête. Et moi, en fait, je ne peux pas savoir si j'aurais envie de coucher avec lui sur le moment ou pas. Donc, je préfère dire non. Parce qu'en fait, je sais très bien, c'est horrible, hein, mais pour moi, c'est impossible, ça n'existe pas, de dormir avec un mec sans qu'il se passe rien. Vraiment. Ah si, parce que du coup, quand j'ai réalisé que je m'hypersexualisais, etc., je me suis dit, ma grande, va falloir que tu reprennes contrôle de ton corps. Et donc, quand j'étais à Milan, il y a quelques mois, j'ai fait un date, j'ai passé la soirée à Milan avec un mec, et ensuite je dormais chez lui. Et il m'a offert le Princess Treatment à mort. Ça veut dire on a bu un bon cocktail dans un hôtel 5 étoiles, on allait au resto, on a bu un autre verre, et ensuite on dormait ensemble. Mais moi, je n'avais aucune attirance physique, et donc encore moins sexuelle envers ce mec. Et c'était un exercice pour moi de lui dire non. On était tous les deux dans le lit. Et évidemment qu'il a tenté son coup. Et évidemment que pendant 15 minutes, il m'a pas lâché. Mais j'ai pas cédé. Ah si. Parce que, bon, les choses se font petit à petit. Je me suis dit, bon, Ambre, il a dépensé plus de 100 € pour votre date. Tu peux au moins le laisser te plotter les seins. Parce que à ce moment-là, mon corps était encore un moyen d'échange. Et donc, le laisser me toucher, c'était une manière pour moi de le remercier. Oh, c'est horrible. Oh, c'est horrible, c'est horrible. Mais j'arrive pas à croire que je dis ça. Ça me rend tellement triste. Parce que, genre, je sais qui je suis. Vraiment, je sais que je suis une meuf incroyable. Mais j'ai toujours euh, recentré mes relations sur mon corps, sur le sexe. Parce que pour moi, c'était impossible qu'un homme veuille autre chose de moi que mon corps. Comme si j'avais pas assez de valeur, comme si j'étais pas assez bien pour qu'il puisse m'aimer pour ma personnalité. Alors que j'adore ma personnalité, mais voilà, mon corps est un moyen d'échange. Mais ça, c'est aussi parce que tous les hommes à qui j'ai dit non, ils m'ont fait culpabiliser par la suite, en fait. Comment ça, tu veux pas qu'on couche ensemble alors que je t'ai payé tout ça? Comment ça, tu veux pas qu'on couche ensemble alors qu'on est dans le même lit? Mais à quoi tu joues? Comment ça, tu veux pas qu'on couche ensemble? T'as vu comment t'es habillée? Et ensuite, il me forçait. Donc, pour moi, en fait, j'avais rien à dire. Et le seul moyen de me protéger, c'était de refuser chaque chose gentille. Parce que si un mec m'offre quelque chose,
c'est un moyen de pression pour que moi aussi je lui donne quelque chose, en l'occurrence mon corps, derrière. J'ai 22 ans quand même, hein. Mais bon, mieux vaut tard que jamais, il était temps que je m'en rende compte parce que, en fait, me dire tout ça là, c'est violent. C'est vraiment violent, c'est compliqué hein, pour moi cet épisode, mais ce que je dis, je le pense vraiment et j'ai envie que ça puisse aider d'autres jeunes filles parce que c'est pas normal. Ce que j'ai vécu, c'est pas normal et je sais que je suis pas la seule à l'avoir vécu. Donc, il est temps d'avoir un déclic, quoi. Donc voilà un peu mes premiers pas dans la sexualité, c'est-à-dire la dépossession de mon corps, le fait de soumettre mon corps au désir d'un homme, peu importe ce dont moi j'ai envie, comprendre que mon corps ne m'appartient pas et qu'un homme aura toujours ce qu'il veut, que ce soit par la culpabilité ou par la force. Mon corps ne m'appartient pas et je suis simplement un objet de désir, un objet sexuel. Bon, être un objet sexuel, c'est bien, mais il faut aussi être un objet sexuel performant. Parce qu'avoir un beau corps, ça suffit pas, il faut aussi savoir s'en servir. Et ça, je l'ai compris avec donc mon premier mec qui m'a quittée parce que je n'étais pas performante au lit, parce que j'étais vierge. Quand il m'a quittée, je me suis dit, Ambre, si tu veux recevoir de l'attention, de l'affection d'un homme, il faut que tu sois bonne au lit. Et donc, j'ai fait une fixette. Alors oui, aujourd'hui, je peux dire que je suis un bon coup, mais parce que j'ai lu des dizaines de livres sur la sexualité, je regarde des vidéos, je m'informe, je regarde des tutos, j'en parle à mes copines. Genre vraiment, je suis une élève studieuse, je peux monter une masterclass pour être le meilleur coup d'un mec au lit. Et donc, moi, mon seul objectif, c'était que une fois que le mec, il avait couché avec moi, ils se disent que j'étais son meilleur coup et qu'il en redemande parce que du coup, bah, il s'intéressait encore à moi. Je me disais, s'il couche avec moi et qu'ensuite c'est pas bien, il me jette, ça va être horrible pour mon ego. Donc, il faut qu'il en redemande. J'ai besoin, ok, il se sert de mon corps, mais je veux qu'il s'en serve plusieurs fois. Oh mon Dieu! C'est hyper violent ce que je suis en train de dire, mais en fait, je suis en train de me rappeler l'époque où j'étais vierge. Tout le lycée, j'étais vierge. Et ma virginité, qui est quelque chose de magnifique, de sacré, c'était devenu un fardeau, quoi. Parce que je voulais être limite actrice porno. Et dans tous les cas, ma virginité, elle était déjà salie par les attouchements et par ma réputation. C'est-à-dire que tout le lycée, je me suis préservée pour qu'il y en ait qui m'insultent de PUTE et qu'il y en ait d'autres qui me touchent et qui me salissent. Je voulais être toute clean. En fait, moi, je voulais juste faire ma première fois avec un homme que j'aime et qui m'aime et je me suis retrouvée à faire tout l'inverse. Ma virginité, c'était quand même une protection pour moi parce que ça discréditait les rumeurs. Dès qu'un mec venait me parler, il me parlait des rumeurs, forcément, pour savoir si c'était vrai ou pas. Et donc, j'avais la carte, ah ah, je suis vierge, donc non, les rumeurs, c'est faux, t'inquiète, je suis une fille bien. Mais il n'y croyait pas parce qu'en fait, au lycée, que la rumeur soit vraie ou fausse, t'as quand même une réputation. Et donc le mec, il voudra jamais s'afficher avec une meuf qui a une réputation. Et finalement, ma virginité, bah, elle est très loin. Et depuis, j'ai eu beaucoup de partenaires sexuels parce que je voulais vraiment apprendre à être un bon coup. Et ce truc de performance au lit, je l'ai encore eu il y a pas longtemps. Vous voyez, le mec de Lyon. Le mec de Lyon, gros connard avec moi. Et pourtant, il m'a envoyé un message. Et vraiment, je suis la plus grande des débiles, hein. Moi, je fais des podcasts pour expliquer aux femmes comment se comporter avec les hommes et comment ne pas se faire prendre pour une conne. Et je me fais prendre pour une pigeonne. Parce que le mec de Lyon, ça faisait longtemps qu'on s'était pas parlé. Il m'envoie un message à 1h34 du matin pour me demander quand est-ce qu'on se voit, quand est-ce que je rentre en France. Et je rentrais en France quelques jours plus tard. Et on s'est dit qu'on allait se voir. Et en fait, moi, j'ai accepté de le voir parce que je me suis dit, je veux qu'on recouche ensemble une dernière fois pour lui montrer à quel point je suis bonne au lit et qu'il en redemandera et que, en fait, je vais être tellement incroyable au lit qu'il pourra plus se passer de moi. Parce que c'est un mec qui me voyait que pour le sexe. Et alors que moi, je le voyais pour beaucoup plus que ça. C'est un mec, cette relation, elle m'a énormément fait souffrir parce que je l'estimais beaucoup et je faisais que courir derrière sa validation. Sauf que lui, il me validait qu'au plan sexuel. Mais je me suis dit, bah, c'est au moins ça. C'est déjà ça. Donc, je vais faire en sorte d'être le meilleur coup de sa vie. Finalement, on s'est pas vu et c'est très bien comme ça. Et maintenant, je suis passée à autre chose. Mais ce besoin de performance, il a biaisé toutes mes relations sexuelles. Parce qu'en fait, moi, je ne couche pas par plaisir. Je vous jure, je ne prends pas de plaisir au lit. J'ai joui genre 2 fois dans ma vie. 2 fois dans ma vie. Mais alors pourquoi je couche? Eh bien, tout simplement parce que j'ai envie de faire plaisir à mon partenaire. Et que moi, mon plaisir, bah,
il m'importe peu en fait. Ce qui m'importe, c'est que le mec se dise ah ouais, Ambre, elle est forte au lit. Je veux qu'on dise que je suis bonne au lit, je veux qu'on dise que j'ai un beau corps, je veux que je m'hypersexualise en fait. C'est exactement ça. C'est que moi qui suis une meuf géniale, brillante, intelligente, drôle, attentionnée, gentille, mature, ambitieuse, indépendante, autonome, tout ce que vous voulez, je suis une bête de meuf, mais je ne me résume qu'à mon physique, mon corps, mes performances sexuelles. Voilà, c'est tout. Et aujourd'hui, je dis stop. Parce que cette hypersexualisation, elle m'empêche d'avoir des bonnes relations avec les hommes et elle m'empêche de penser que je puisse être aimée pour autre chose que mon physique. Bon, donc vous avez compris que mon rapport au sexe était totalement mal conçu, totalement anormal. Et je me suis perdue dans le sexe. Honnêtement, je me suis totalement perdue dans le sexe. Il y a eu une époque où pendant un an et demi, je couchais avec énormément de personnes. En fait, quand j'étais en prépa, j'ai eu un flirt avec un mec pendant plusieurs mois et c'était une relation assez toxique qui m'a fait beaucoup de mal. Et je me suis dit, quand je suis arrivée en école de commerce, que je ne voulais pas m'attacher. Et que ce cœur brisé que j'avais eu à cause de ce mec, ça n'allait plus jamais arriver. Et donc, ma solution, ça a été d'enchaîner les coups d'un soir. Parce que je me suis dit, quand c'est des coups d'un soir, tu peux pas t'attacher en fait. Donc j'ai collectionné les plans cul, les sex friends, les coups d'un soir. Et à chaque fois, j'étais bourrée. Franchement, à cette époque, je vais sûrement faire un épisode aussi sur sexe, drogue, alcool. Vraiment, les soirées, les mecs, l'alcool, les cigarettes, les drogues, tout ça. J'ai eu un an et demi de n'importe quoi. Et je ne prenais même pas de plaisir à coucher avec tant d'hommes parce que j'étais bourrée, parce que je les connaissais pas, parce que c'était nul, parce qu'il y avait pas de connexion, parce que je les aimais pas en fait, même physiquement, ils me plaisaient pas, mais c'était juste le truc de se dire faut que je vive, fallait que je me sente vivre et fallait que j'apprenne sur le tas quoi, fallait que je multiplie les conquêtes, les expériences, j'étais totalement paumée. Mais cette période où j'étais très libre sur ma sexualité parce que j'en parlais énormément hein, franchement je me revendiquais comme une femme libérée sexuellement et c'était une manière en fait pour moi de prendre ma revanche sur le lycée et sur les réputations. Quand j'étais au lycée, j'étais vierge, on me traitait de PUTE et j'avais du mal avec ça. Et donc finalement, coucher avec autant de mecs et le revendiquer fièrement, c'était une manière pour moi de dire, vous voyez, là vous pouvez dire que je suis une PUTE, mais en fait j'en ai rien à faire parce que j'assume, donc vous avez rien à dire, vous avez plus de pouvoir sur moi. C'est moi qui prends le contrôle de mon corps. Et c'est assez paradoxal comme réponse au trauma de se dire, parce qu'en fait quand tu te fais abuser sexuellement comme je l'ai été, tu peux te dire, je vais me renfermer sur mon corps et plus personne va me toucher. Alors qu'en réalité, les victimes de VIOL, c'est l'inverse qui se produit. Parce que tu veux reprendre le contrôle de ton corps et pour ça, tu te dis, je couche avec qui je veux et c'est moi qui décide. Et regardez, genre, je suis toute puissante. Alors qu'en vrai, pas du tout, t'es juste paumée. Pendant cette année et demie, j'ai fait n'importe quoi. Donc j'ai couché avec pas mal de mecs. Mais comme je prenais pas de plaisir au lit, en fait, j'étais paumée. Et du coup, ce qui m'intéressait, c'était pas le mec, c'était de le faire dans des endroits insolites. De tester des nouvelles expériences, de tester des nouvelles personnes, de tenter l'interdit, enfin, multiplier les expériences pour que je me sente vivre. Je ne couchais pas parce que j'aimais la personne, je couchais parce que j'aimais le défi. Et que comme ça, j'avais plein d'histoires à raconter à mes copines. Et je voulais toujours avoir plein d'anecdotes à dire parce qu'encore une fois, pour moi, je n'étais intéressante aux yeux des autres, mais même de mes amis, qu'à travers ma vie sexuelle. Donc je faisais en sorte d'avoir une vie sexuelle vraiment pimentée pour avoir plein de choses à dire et être intéressante parce que je me trouvais pas intéressante. Sinon en fait pour moi j'avais pas de valeur, j'étais vraiment trop nulle. Le sexe c'était quelque chose de central dans ma vie alors que paradoxalement c'est même pas quelque chose qui me procurait du plaisir. C'est vraiment une réponse au traumatisme, c'est-à-dire qu'on a abusé de moi et ensuite j'ai abusé de moi-même. Cette période elle était compliquée en réalité parce que dès que je me réveillais le lendemain, je me disais, mais je sais même pas comment il s'appelle ce mec. Pourquoi je fais ça? Je me sens sale, je me sens vidée, ça me prend mon énergie. Je me sens pas bien, j'ai honte, mais j'arrive pas à m'arrêter. Vraiment, je ne pouvais pas m'arrêter. C'était comme ça. C'était un cercle vicieux et je me suis dit, Ambre, c'est ça. Tu veux être intéressante, tu veux qu'il se passe quelque chose dans ta vie, couche avec plein de mecs. C'est comme si le sexe, c'était devenu mon identité. Mais vraiment mon identité, quoi. Et c'est ça l'hypersexualisation, encore une fois, hein. Donc le fait de coucher sous alcool, ça me permettait d'avoir une excuse le lendemain en disant ouais mais j'étais bourrée,
Voilà, ça me permettait de tenter d'autres choses, ça me permettait d'oublier puisque du coup, quand je buvais beaucoup, beaucoup, beaucoup et bah, le lendemain, j'avais pas de souvenirs donc c'était aussi ma manière de me protéger et de me dire: «Non, c'est arrivé, mais c'est pas trop arrivé non plus». Voilà, j'avais besoin de me sentir vivre, j'avais besoin de me sentir libre et c'était ma manière à ce moment-là de reprendre possession de mon corps. C'était pas la bonne manière, mais c'était enfin, j'ai fait ce que j'ai pu avec ce que j'avais et sur le coup, ça me paraissait bien. Enfin, je savais que c'était pas bien, mais c'était ma seule solution. OK, donc maintenant j'aimerais vous donner, quelques clés pour comprendre pourquoi est-ce qu'on s'hypersexualise. Premièrement, l'hypersexualisation pour moi c'était une manière de rejeter l'amour. Beaucoup d'hommes sont venus dans ma vie en cherchant du sérieux avec moi, mais le fait de dévier les conversations, de dévier la relation uniquement sur le sexe, c'était, bah, ma façon de me protéger, pour ne pas tomber amoureuse parce que forcément, un mec, tu lui proposes une relation sérieuse ou tu lui proposes du sexe, dans la majorité des cas, il va choisir le sexe parce que c'est la facilité. Donc moi, je donnais cette énergie sexuelle, même pour un mec qui était là avec des bonnes intentions, direct, j'orientais la relation sur, du cul, sur, du pas sérieux, sur du éphémère. Et c'est vrai parce qu'il y a beaucoup d'hommes qui étaient prêts à attendre, qui étaient prêts à me donner leur amour, à me donner leur cœur, mais c'est moi qui en fait, comme dans ma tête, c'est impossible qu'un mec puisse tomber amoureux de moi, de ma personnalité, de mon cœur, de mon âme. Pour moi, tous les mecs sont là pour le cul, donc forcément, je vais leur donner ce qu'ils veulent et comme ça, ils me laissent tranquille. C'était vraiment ça. C'était oula, attention, toi, je peux tomber amoureuse, donc je vais te donner mon corps, comme ça, une fois que tu as eu ce que tu voulais, tu te casses et je m'attache pas à toi. Voilà, c'était ma petite logique. C'est moi qui m'hypersexualise dans les relations. Quand j'ai relu les conversations que j'avais avec plein d'hommes, je me suis dit, mais Ambre, mais c'est pas normal de parler autant de sexe, quoi. Le mec, il te demande comment ça va, comment s'est passée ta journée, t'arrives à faire une allusion sexuelle, genre. Vraiment trop forte. Donc c'est paradoxal parce que je me plains que les hommes sont là que pour mes fesses, mais c'est moi qui leur donne mes fesses. Et c'est vrai que la technique d'enchaîner les coups d'un soir pour ne pas m'attacher, ça a bien fonctionné. Jusqu'à ce que je jusqu'à ce que je commence à m'attacher même à mes coups d'un soir. Parce qu'en réalité, les coups d'un soir, c'est violent. Genre, c'est des mini-ruptures à chaque fois, en réalité. Genre, t'es là, tu passes une nuit très intime avec quelqu'un, et le lendemain, vous vous parlez plus jamais. Genre, waouh. Ça a commencé à me faire mal au cœur, et là, je me suis dit, bah, va falloir changer de stratégie, va falloir arrêter de faire ça, en fait. Donc, le fait de m'hypersexualiser, c'était vraiment ma manière de rejeter l'amour, parce que, bah, moi, j'ai peur de l'amour. Déjà, j'ai du mal à accepter qu'on puisse être amoureux de moi. J'ai du mal à accepter que je puisse être aimée. Et j'ai peur de souffrir en amour. J'ai peur qu'on m'abandonne, j'ai peur qu'on me trompe. Et j'ai vraiment, vraiment trop peur d'avoir le cœur brisé. Donc j'ai peur de m'engager. Et le fait de m'hypersexualiser, de dévier la relation sur quelque chose de pas sérieux, bah c'était un mécanisme de défense en fait. Je te donne mon corps, tu me laisses tranquille, on s'attache pas, je souffre pas. Sauf que ça, bah à la fin, ça m'a fait souffrir. Et puis, mon corps ne m'appartenait tellement plus que pour moi, le vrai défi d'un homme, c'était pas de coucher avec moi, c'était de me faire tomber amoureuse. Parce que coucher avec moi, j'ai pas envie de dire que c'est facile. Enfin, aujourd'hui, c'est plus facile, mais il y a une époque quand même, bah voilà quoi, c'était pas compliqué. Tu me donnes deux, trois verres, on s'ambiance, on couche ensemble, tu vois. Donc, coucher avec des hommes, ouais, je l'ai fait plein de fois. Mais tomber amoureuse, jamais. Et donc, je faisais en sorte de devenir un défi sentimental pour le mec, en disant oui, coucher avec moi c'est bien, mais en réalité, c'est mon cœur qu'il faut prendre. Et donc, ce qui s'est passé avec ma virginité et ma vie sexuelle, je l'ai transféré sur ma vie amoureuse. Je m'explique. Ma virginité, c'était la chose la plus précieuse que j'avais. Et finalement, bah, je l'ai donnée au premier venu, enfin pas au premier venu, mais voilà, je l'ai saccagée comme ça, et ensuite j'ai enchaîné les relations enfin les plans cul, les trucs pas sales ou quoi, mais voilà, ma sexualité, je sais pas comment expliquer. Enfin, de toute façon, je vous ai expliqué, donc vous voyez, c'est confus, c'est compliqué, c'est pas hyper beau, voilà. Et du coup, je ne veux pas refaire la même chose avec mon cœur. Mon cœur, il est pur. Mon cœur, il est vierge. J'ai plus ma virginité sexuelle, mais j'ai ma virginité amoureuse. Vous voyez ce que je veux dire? Mon cœur, il est vierge. Et mon cœur, je le donnerai pas à n'importe qui comme j'ai donné ma virginité et comme j'ai donné mes fesses, en fait. Je ne tomberai pas amoureuse de n'importe qui. Et donc, le vrai défi, c'est pas de me mettre dans son lit, c'est de me faire tomber amoureuse. Mais alors ça, par contre, c'est vraiment très compliqué. Moi, je crois en l'amour sincère. Et en fait, je suis un peu naïve en me disant que
le premier homme que je rencontrerai et dont je tomberai amoureuse, ce sera l'homme de ma vie et on va jamais se séparer et je vais jamais souffrir. Parce que je ne veux pas enchaîner les relations amoureuses comme j'ai enchaîné les relations sexuelles en fait. Donc j'accorde beaucoup plus d'importance à mes sentiments qu'à mon enveloppe corporelle. Genre un mec qui se vante de coucher avec moi, non, tu peux pas te vanter d'avoir couché avec moi. Tu pourras te vanter le jour où je te dis je t'aime. Bref, la deuxième raison de l'hypersexualisation, c'est généralement un manque d'estime de soi, un manque de confiance en soi, un manque d'amour-propre. Le fait de se cacher derrière son corps, par la manière dont on s'habille, par le maquillage, par plein de choses, ça traduit un, un manque en fait de confiance en soi dans le sens où je me sens tellement nulle à l'intérieur que je mise tout sur l'extérieur, comme ça les gens n'apprennent pas à me connaître. Moi, je voulais juste être la plus belle. Je voulais simplement que les gens se rappellent de moi comme une fille magnifique. Je voulais pas qu'ils se rappellent de moi pour mon intelligence ou mon honnêteté ou voilà ma gentillesse. Non, je voulais qu'ils se rappellent de moi comme la meuf la plus belle qu'ils aient jamais vue. Parce que je pensais que j'étais tellement nulle à l'intérieur qu'il valait mieux pas qu'ils apprennent à me connaître. Et puis le fait de tout miser sur mon corps, alors, parce que c'est hyper paradoxal, alors que je n'aimais pas mon corps, aujourd'hui je suis réconciliée avec moi-même là-dessus, mais à l'époque je me trouvais vraiment moche, je me trouvais grosse, et donc, le fait de mettre mon corps en valeur de manière sexiste, c'est-à-dire uniquement ma poitrine et mes fesses, bah ça focalisait l'attention des hommes sur les parties un peu érogènes et les parties qui suscitaient le désir et donc ils me voyaient comme la huitième merveille du monde juste parce qu'ils voyaient un peu ma poitrine et mon cul en fait. Mais peu importe en fait parce qu'un compliment, même s'il est orienté de manière sexuelle, ça reste un compliment et donc quand t'as pas confiance en toi, quand t'aimes pas tes seins et qu'un mec te les complimente, bah ça te fait sentir mieux. Alors oui, c'est superficiel, mais sur le coup, c'était la solution que j'avais trouvée pour me sentir un peu mieux dans ma peau. Et en fait, c'est triste parce que je donnais mon corps pour être aimée, mais c'est moi-même que j'ai fini par détester. J'essayais d'être parfaite physiquement, de répondre à tous les standards de beauté parce que je me suis dit que si j'étais pas belle, bah je serais jamais aimée. Vraiment, j'ai fait une fixette sur la beauté, sur le culte du corps parfait. Et je voulais absolument avoir le body goal parce que vraiment, j'étais convaincue que je ne pourrais pas trouver mon prince charmant si j'étais pas la plus belle femme de la planète. Et donc on en revient à la troisième raison de l'hypersexualisation qui est la recherche de validation masculine. Je ne pensais pas pouvoir faire tomber amoureux un homme avec mes capacités intellectuelles ou avec ma personnalité. Donc je misais tout sur mon apparence et ma performance sexuelle. J'avais tellement peu d'estime envers moi-même que je me disais, à défaut qu'ils se souviennent de moi pour ma personnalité, ils se souviendront de moi comme le meilleur coup de leur vie au lit. Mais ça ne fonctionne même pas comme ça parce que je vous jure, le sexe, c'est un feeling. Je peux techniquement être super bonne au lit, mais si le mec n'a pas ce désir pour moi, pour ma personne, bah je serai pas le meilleur coup de sa vie. Et en fait, ça, je l'ai découvert que récemment. J'ai rencontré un mec et que j'apprécie énormément. Et avec lui, le sexe, c'est incroyable. Et c'est là où je me suis dit, ah ouais, le sexe, ça n'a rien à voir avec la technique, la méthode, etc. Enfin oui, ça joue un peu, mais c'est surtout le ressenti. J'aime coucher avec lui parce que je l'aime lui, en fait. Et c'est réciproque. Mais j'étais tellement dans cette recherche de validation masculine que même... Enfin, je vais vous raconter une histoire qui m'est arrivée à Bali, mais il y a un mec qui m'a donné du plaisir et pour plusieurs raisons, moi je n'ai pas pu, on n'a pas pu aller plus loin, ok. Donc c'est juste lui qui m'a fait jouir, voilà, incroyable. Et au lieu de me dire, mais waouh, trop bien, pour une fois, un mec qui me donne du plaisir, et bah au lieu de me dire ça, je me suis dit, ah putain, mince, moi j'ai pas pu lui donner, j'ai pas pu lui montrer comment j'étais forte au lit, j'ai pas pu lui donner du plaisir en retour. Et donc, ça m'a montré que j'étais vraiment pas dans mon énergie féminine parce que j'étais incapable de recevoir. Pour moi, mon corps est fait pour donner du plaisir, mais pas pour en prendre. Et c'est trop con, parce que, je vous jure, je ne me connais pas. Je ne sais pas ce qui me fait du bien ou pas. Je ne connais pas mes zones érogènes, je ne sais pas comment ça fonctionne. Je sais comment ça fonctionne chez les hommes, ça je l'ai appris, je l'ai étudié, ok, 20 sur 20, mais moi je ne sais pas comment je fonctionne. C'est quand même incroyable. Et je voyais tellement mon corps comme un objet sexuel que j'ai accepté énormément de choses et des choses que je n'aurais pas dû accepter. Voilà, moi je me conformais toujours aux attentes et aux pratiques de mon partenaire. Très peu d'hommes m'ont demandé ce que j'aimais au lit, parce que pour eux c'était normal que s'ils aiment quand c'est sauvage, bah je dois faire en sorte que ce soit sauvage. S'ils aiment quand c'est romantique, bah je dois faire en sorte d'être douce.
Et voilà, ils se sont jamais posé la question de moi, ce que j'aimais et moi, ce dont j'avais envie et moi, ce qui me faisait plaisir. Et du coup, même moi, je me suis jamais posé la question. Je ne sais même pas ce que j'aime au lit. Je vous jure, je ne sais même pas. Cette hypersexualisation, elle a eu beaucoup de conséquences, notamment le dégoût de moi-même. Je suis arrivée à un point où je me sentais salie, vide, vraiment vide. Vraiment comme si finalement tout ce que les gens avaient dit sur moi, bah c'était vrai. Peut-être que vraiment je suis une catin. Peut-être que vraiment je suis pas une fille bien. Regarde ce que tu fais, hein, tu couches avec des mecs, tu te souviens même plus de leur prénom. T'étais bourré. Qu'est-ce que t'es en fait? T'es vraiment une grosse merde. Et vraiment, ce qui me dérange, c'est pas le fait d'avoir couché avec tant de mecs que ça. C'est plutôt la manière dont je l'ai fait. C'était quand j'étais bourrée, c'était quand j'étais paumée, je m'en souviens même plus, c'était n'importe quoi en fait, c'était des inconnus. Donc c'est plutôt ça qui m'a dégoûtée. Et je me dis, mais comment j'ai pu accepter ça? Comment j'ai pu accepter de coucher tant de fois sans prendre aucune once de plaisir? Quand j'étais au lit avec un mec, je me mettais en mode pilote automatique. Enfin, j'étais là physiquement, mais mentalement, bah j'étais ailleurs quoi. Donc vraiment, comment j'ai pu me faire subir ça? Et puis au-delà du dégoût de moi-même et du jugement que je me suis porté, bah il y avait le jugement des autres et surtout le jugement de ma famille et de mes amis. Mes cousins ont dit que j'étais une PUTE. J'ai un pote qui m'a dit mais franchement force à ton futur mec, je sais pas comment il pourra accepter ton passé. Même mes copines, elles se sont inquiétées pour moi en disant mais Ambre, t'es sûre que ça va? Enfin franchement Ambre, t'es sûre de boire autant, t'es sûre de vouloir rentrer avec ce mec, t'es sûre de ce que tu fais, t'es sûre que c'est bien de coucher avec autant de gars. Même ma mère a pensé que j'étais escorte quand j'étais à Bali. Genre juste pour vous dire à quel point c'est parti loin. Et je me suis dit mais waouh! Encore quand des inconnus me jugent, j'en ai rien à faire. Mais là c'est ma famille, c'est mes amis, c'est ma mère. Et je me suis dit, enfin franchement là ça a été un autre déclic où je me suis dit waouh, 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 ma grande, tu fais n'importe quoi. Si même tes plus proches copines te disent que tu pars en vrille et qu'elles s'inquiètent pour toi, c'est même pas du jugement, hein, c'est qu'elles s'inquiétaient pour moi. Ouais, là, j'ai compris que j'étais allée trop loin. Mais au-delà de ça, il y a vraiment le jugement de la société parce que je me dis, est-ce que je suis une fille bien? Pour beaucoup d'hommes, je suis pas une fille bien, je suis pas une fille mariable. Est-ce qu'il y aura un homme qui acceptera mon passé? Est-ce qu'il y aura un homme qui comprendra pourquoi j'ai fait ça? Est-ce qu'il y aura un homme qui saura me voir au-delà de mon body count? Ça me fait peur. Je vous jure que ça me fait peur parce que je peux pas changer mon passé. Mais j'ai l'impression que c'est vraiment un fardeau que je suis en train de porter. Et c'est toutes mes casseroles. Moi, je juge jamais les gens, je juge jamais leur passé. Et je m'en fous du nombre de partenaires sexuels qu'un mec a eu. Mais est-ce que l'inverse est vrai? Je sais pas. Et c'est une vraie crainte chez moi, en réalité. J'ai plus envie de me faire juger là-dessus. Je m'en suis déjà pris plein la gueule quand j'étais au lycée. Et là, c'est bon, en fait. Je veux pas être avec quelqu'un qui me fait culpabiliser pour ce que j'ai fait sans comprendre les raisons de mon comportement. Évidemment que mes traumatismes ne justifient pas toutes mes actions parce que même si c'est pas ma faute, ça reste ma responsabilité. Mais aujourd'hui, je l'assume et je vous jure, j'ai trop peur de tomber amoureuse de quelqu'un et quand il découvre mon passé, bah il m'aime plus. Enfin bref, il est temps pour moi de m'en sortir et je vais vous expliquer comment j'ai fait pour sortir de cette hypersexualisation, comment j'y travaille. Déjà, le premier point, c'est le déclic. Moi, mon déclic, ça a été, j'en ai eu plusieurs, mais mon déclic qui a entraîné une période d'abstinence de 6 mois derrière, ça a été quand j'ai couché pour la dernière fois avec le mec de Lyon et qu'il m'a souillé. Il m'a souillé, il m'a humilié, manqué de respect au lit. Il m'a utilisée comme une vulgaire poupée. Et après qu'il ait fini, franchement, de faire ses affaires, et ben, il s'est endormi sur le canapé, il m'a laissée toute seule dans la chambre, je me suis réveillée la boule au ventre, et ensuite il m'a ramenée à la gare et il m'a laissé rentrer chez moi. Aucune considération. J'étais un objet, j'étais un trou. Et là, je me suis dit, ah ouais, ma grande, là, par contre, là, ça va pas. Là, t'es allé au bout de tes limites. Tu ne peux plus. Enfin, ça ne peut plus durer. Mais comment tu peux te faire subir ça? Mais comment tu peux accepter ça? Comment tu peux accepter qu'on te traite comme ça? Et tu le savais. Tu savais
ce qu'il pensait de toi. Tu savais qu'en couchant avec lui, t'allais te sentir mal le lendemain. Et tu l'as quand même fait parce que tu voulais lui prouver que t'étais bonne au lit, parce que tu voulais lui prouver qu'avec toi, c'était génial. Et tu pensais qu'il allait tomber amoureux de toi en couchant avec lui. Mais qu'est-ce que t'es idiote! Qu'est-ce que t'es conne d'avoir cru ça! Et du coup, après, pas de sexe pendant 6 mois. Cette période d'abstinence, je vous jure, je voulais plus qu'on me touche. Ça me dégoûtait. Enfin, c'est comme si j'étais tellement salie que je voulais plus le contact des hommes, je voulais plus qu'on m'attrape, qu'on m'effleure, qu'on me caresse. Toutes mes énergies là, elles étaient sales. Il fallait que je me remette à zéro, il fallait que je me nettoie, que je me purifie. Vraiment, j'avais besoin. Là, je pouvais plus. Oh, là, je pouvais plus. Pour moi, les hommes me salissaient et il m'a fallu du temps pour passer à autre chose. Et la deuxième clé pour sortir de l'hypersexualisation, c'est dur, hein, mais c'est d'accepter son passé et de se pardonner. Waouh! En fait, quand j'ai fait l'introspection de toute ma vie sexuelle, je me suis dit, mais Ambre, c'est pas ta faute. Et t'as juste fait ce que tu pouvais avec ce que t'avais. Faut accepter son passé, parce que la personne que tu deviens est beaucoup plus importante que la personne que t'étais. On a tous des casseroles, on a tous des choses dont on a honte. Et moi, j'ai même pas honte en fait, sinon je ferais pas un podcast sur ma vie sexuelle. J'en ai même pas honte. C'est compliqué, ok, c'est difficile, c'est douloureux, c'est délicat, mais j'ai pas envie de me dire que j'ai honte de ça. Parce que j'ai pas demandé à 15 ans de faire une fellation non consentie. J'ai pas demandé à 17 ans de me faire agresser par un mec parce que mes copines elles sont parties et elles m'ont laissée toute seule en soirée. J'ai pas demandé ça. Et donc, ok, après c'est parti en vrille, mais c'était ma réponse au trauma. Et je pouvais pas faire autrement parce que je savais pas à qui en parler. Je savais pas je savais même pas que c'était pas normal. J'ai été conditionnée à être comme ça. J'ai été conditionnée à être un objet de désir. J'ai été conditionnée à me soumettre aux hommes, à chercher leur validation, à être dépossédée de mon corps. Et aujourd'hui, je reprends le contrôle. Et c'est dur, et c'est un vrai exercice, et c'est vraiment challengeant pour moi, mais c'est tellement important. Je ne peux plus. Donc j'accepte. Ok, ok Ambre, ça fait partie de toi. Jusqu'ici, pour moi, le sexe était vraiment dénué de sens. C'était juste une activité, voilà, sympa entre deux personnes. Je le sacralisais pas du tout, mais aujourd'hui, j'ai envie d'en faire quelque chose de beau, quelque chose d'intime, quelque chose de rare. J'ai envie, voilà, j'ai un nouveau rapport, une nouvelle approche à la sexualité parce que j'ai rencontré quelqu'un et en fait, j'apprécie cette personne et donc j'apprécie le sexe avec lui, comme je vous ai dit. Et je me dis, mais c'est beau, c'est ça que je veux. Coucher avec des mecs comme ça parce que t'es bourré, ça t'apporte aucun plaisir. Par contre, quand vraiment il y a des sentiments qui sont en jeu, c'est différent. Et, euh, et c'est vers ça que j'ai envie d'aller en fait. Ce qui est important pour sortir de l'hypersexualisation, c'est de prendre confiance en soi et de prendre conscience de sa valeur, de son estime. Tu n'es pas un corps, tu n'es pas un objet sexuel, tu n'es pas un objet de fantasme, de désir, peu importe. Tu es plus que ça. Tu es unique, tu as ta personnalité, tu as ton mindset et tu es une personne extraordinaire. J'aimais pas mon corps, j'aimais pas ma personne. Donc j'ai changé ça. J'ai travaillé sur moi, ça a pris du temps, c'était compliqué, c'était douloureux, mais c'était nécessaire. Et aujourd'hui, j'adore mon corps. Et j'adore tellement mon corps, je le trouve tellement incroyable que je me dis mais c'est un temple en fait et tout le monde ne mérite pas d'y aller. Je me suis tellement réconciliée avec moi-même et avec ce que je suis à l'intérieur comme à l'extérieur. Je me trouve tellement bien, équilibrée, saine, que je me dis je veux pas repartir dans mes travers et je veux pas laisser n'importe qui me toucher, apprendre à me connaître, coucher avec moi. Je suis un petit diamant, j'en ai pris conscience. Et aujourd'hui, mon rapport au sexe, il a totalement changé, tout comme mon rapport aux hommes. J'ai compris que ma valeur, elle dépend pas de mon apparence physique. Je me suis reconnectée à ce qui faisait ma singularité et j'ai compris que je pouvais être aimée pour ce que je suis réellement. La dernière clé, qui a été la plus compliquée, ça a été d'apprendre à dire non. Moi, je sais pas dire non aux hommes. Parce que quand je disais non, soit on me faisait culpabiliser, soit on s'énervait contre moi, soit on allait me créer une réputation, soit on me menaçait, soit on forçait avec moi. Donc j'ai jamais eu le choix que de dire oui aux hommes. Encore il y a quelques semaines, j'étais avec un garçon dans sa voiture, on s'est embrassés
Et il a voulu aller plus loin et j'ai dit non. Et il s'est énervé après avoir forcé pendant 10 minutes. Et il est allé coucher avec une autre meuf et il m'a envoyé des photos. Et genre, je me suis dit, mais parce que moi, je te dis non, que j'ai pas envie de le faire maintenant, là, tu vas coucher avec une autre, mais quel abruti! Et pour une fois dans ma vie, je me suis dit, mais c'est pas moi le problème, c'est lui. Et c'est jamais moi le problème, c'est eux, c'est ces forceurs en fait, c'est ces mecs qui sont totalement cons, qui se laissent diriger par leur ego. J'ai pas le droit de dire non. Si tu me poses la question, est-ce que tu veux coucher avec moi, ça veut dire que tu dois t'attendre à ce que je puisse te dire oui ou non. Et peu importe ma réponse, tu dois l'accepter. Et je suis en train d'essayer d'apprendre à dire non. Apprendre à poser mes limites. Parce que c'est compliqué. Mais je veux plus me retrouver dans un lit et me dire, oula, s'il y a un mec qui arrive, je vais être obligée de coucher avec lui. Non, c'est plus possible. C'est plus possible. Et j'ai envie de pouvoir aller en date avec des gars et me dire, bah, si j'ai pas envie de les embrasser, je les embrasse pas. Si j'ai pas envie de coucher avec eux, je couche pas avec eux. Mais pour moi, avant ça, c'était impossible. Je ne veux plus ressentir de culpabilité quand je dis non. Et je veux plus avoir de mal à poser mes limites. Donc je travaille beaucoup en ce moment sur mon énergie féminine. Je ferai un épisode aussi dessus, bien sûr. Mais j'essaye d'apprendre à recevoir sans me sentir obligée de donner en retour. Quand je suis partie à mon date à Milan, je savais très bien qu'il y avait une forte chance que je ne veuille pas coucher avec lui. Mais pourtant, je serais obligée de dormir dans le même lit que lui. Et franchement, j'étais contente. Même si je l'ai un peu laissé me toucher, au moins on n'a pas couché ensemble. Et avant, je vous jure, je me serais forcée à coucher avec lui parce que je me serais dit, mais le pauvre, il s'est investi pour notre soirée. Tu peux au moins lui donner ton corps en retour, quoi. Comme si mon corps, bah, était une marchandise, en fait. Et mais mon corps n'est plus une marchandise. Mon corps est à moi. Tout ça, là, c'est à moi. Et ce sera que à moi et à moi. Et c'est tout. Parce que j'allais dire, ce sera que à moi et à mon mec. Mais non, même mon mec, en fait, même si ça fait 10 ans qu'on est ensemble, si j'ai pas envie de coucher avec toi, je coucherai pas avec toi. Et je reprends le contrôle. Et finalement, le contrôle, c'est pas de coucher avec n'importe qui. C'est de choisir avec qui on couche. Ouais, c'est ça, Ambre. C'est ça, Ambre. Donc, en conclusion, je dirais que ce travail sur l'hypersexualisation, il est compliqué. Il faut vraiment un déclic. J'espère que cette vidéo sera un déclic pour vous. Mais il est nécessaire. Et je me dis, Ambre, t'as 22 ans. Il est temps d'expérimenter des relations saines et l'amour véritable. Et l'amour véritable ne passe pas par le sexe. Aujourd'hui, j'essaye d'avoir un rapport plus sain envers moi-même et envers les hommes. Arrêter d'essayer de courir derrière leur validation et accepter que je puisse être aimée. Et je me suis réconciliée avec moi, autant mentalement que physiquement. Je me sens bien, je me sens épanouie, je me sens équilibrée. Et ça fait du bien. J'ai mis longtemps à préparer cet épisode. Je vous cache pas que c'est compliqué, c'est douloureux, je suis un peu émue. J'espère que vous comprendrez ce que je suis en train de vous dire. J'espère que je ne serai pas jugée. J'espère que vous respecterez tous mes propos parce que je dévoile ma vie intime. Et surtout, j'espère que j'aurai pu en aider certains et certaines à comprendre que ce qui vous paraît normal ne l'est peut-être pas. Ce n'est pas en vous sexualisant que vous attirerez les bonnes personnes, bien au contraire. Faut accepter aussi de s'être hypersexualisé parce que c'est une réponse à des traumatismes, ok? Ça a été une béquille pour moi. Aujourd'hui, j'ai plus besoin de cette béquille, je suis guérie. Et il y a une citation qui résume bien mon histoire, c'est que j'ai donné plus de fois mon corps que je n'ai reçu de fleurs. Et c'est étrange parce que je déteste mon corps, mais j'adore les fleurs. Et aujourd'hui, je donnerai plus mon corps tant que j'ai pas reçu de fleurs. J'attends vos retours sur cet épisode. Vous pouvez me contacter sur Instagram, sur TikTok, par mail, où vous voulez, sur YouTube. Et si vous avez vécu des choses similaires à moi, sachez que vous n'êtes pas seul. Sachez que je suis là si vous avez besoin d'en parler. Moi, ça m'a fait du bien. Je me sens vraiment soulagée. Le chemin est encore long, mais je reprends le contrôle. Et je suis confiante pour l'avenir. Donc nous, on se retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode. Et je vous fais de gros bisous.